C'est le Ronald de Rémi Danginou, je suis Rémi Danginou, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Burkina Info avec, comme vous le connaissez, notre habituel parcours. Dans quelques instants, nous aurons droit donc à nos cartons. On va le découvrir ensemble, les trois de cette semaine. Puis nous aurons un dossier qui porte sur l'actualité brûlante de notre pays, à savoir notamment ces questions de quotas, de listes et puis d'exclusion et d'inclusion. Et bien sûr, il y aura le 20h et après le 20h, nous aurons droit au débat, un débat qui va rester justement dans cette actualité-là avec 4 invités. Pour l'instant, mesdames et messieurs, alors que vous êtes chez vous, je vous souhaite un très bon moment en notre compagnie. C'est maintenant la découverte des cartons. Alors, vous savez, Ouagadougou a grandi. Aujourd'hui, nous avons changé, nous avons un certain nombre d'arrondissements et ils sont de plus en plus nombreux. Et pourtant, du côté de l'arrondissement numéro 11, il y a un quartier qui est dans le secteur 42 et qui est à cheval entre le 42 et le 51, c'est ce qu'on appelle Yamtenga. Là-bas, bien sûr, c'est un quartier où habituellement, on entend parler uniquement des gens à cause notamment des constructions illégales, à cause notamment des questions de parcelles. Il y a encore quelques semaines de cela, début juin, les populations de cette zone-là étaient allées voir le maire de l'arrondissement pour demander que l'on fasse un point exact de la situation et qu'on arrête tout ce qui est construction illégale. Ouagadougou, c'est 2 millions d'habitants, un peu plus, mais c'est également aujourd'hui un certain nombre d'habitations précaires. Et au niveau donc de Yamtenga, il y a ce qu'on appelle Djikofe, littéralement derrière l'eau. Il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'un cours d'eau, d'un passage d'eau qui empêchait les populations, durant cette saison pluvieuse-là, de rejoindre leur domicile. Et pendant des années, cette situation a été l'occasion de pertes en vie humaine. On parle d'une dizaine de morts au moins sur ces 10 dernières années, et cette année seulement, 2 personnes ont perdu la vie dans cette situation-là. Les populations se sont réunies et elles ont décidé simplement de construire un pont. Ça paraît banal, mais lorsqu'on voit les populations ensemble se fédérer pour réussir quelque chose, quand tout dans notre pays pousse à l'incivisme, à l'individualisme et au déni de la vie en communauté, il faut simplement attirer l'attention des gens que le Burkina est un pays qui peut se construire avec la participation de ces populations. Carton donc vert aux populations de Yamtenga qui ont fait que désormais, on n'est plus à Djikofe comme dirait quelqu'un, on est maintenant ensemble dans un environnement qui nous permet de sécuriser. Si l'on donne ce carton aux populations, c'est qu'il faut également attirer l'attention des gouvernants sur ce qu'est devenu ces quartiers précaires, ces quartiers non lotis. L'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, disait vivre à Ouagadougou se mérite. C'est vrai, et que ceux qui ne peuvent pas doivent partir. Mais à partir du moment où on a accepté que ces populations-là vivent, la communauté, la mairie, les arrondissements doivent donner tous les moyens aux populations d'avoir un minimum de décence. Il n'est pas normal qu'en 2015, ce soit des populations, même si elles sont dans un quartier non loti, qu'ils soient obligés de construire un pont pour rentrer chez elles pour éviter de périr quand l'eau est trop importante dans le cours d'eau. Carton vert aux populations de Djikofe, aux populations de Yamtenga, pour ce geste qui est plus qu'un simple geste de survie, qui est un geste burkinabé. Le carton jaune de la journée. Le carton jaune de ce jour, on en aura deux. Le premier, je veux le donner au ministère des Affaires étrangères, au nouveau ministre qui a pris possession de ce ministère-là, et partant un peu quand même à l'ancien président, à notre président, mais ancien ministre de la Justice, ancien ministre, je dis de la Justice, mais ancien ministre des Affaires étrangères. Je veux parler donc de M. Michel Kafando. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, en début juin, un mouvement au niveau des ambassades de notre pays. Un certain nombre d'ambassadeurs ont été nommés dans des places relativement importantes, notamment la République fédérale, aux États-Unis, etc. On se pose une question. Et c'est d'ailleurs un des éléments que le syndicat du ministère des Affaires étrangères reproche. Il y a eu pendant longtemps des affectations un peu, je dirais, à la tête du client et surtout à la tête du prince, à ces endroits ministériels-là, notamment lorsqu'il s'agit de, comment dire, des ministres plénipotentiaires et qui sont par des conséquences donc des ambassadeurs. On a nommé un certain nombre d'ambassadeurs dans énormément de pays, sans tenir compte d'un seul fait simple, c'est que le président s'était engagé à ce qu'il y ait moins de nominations de complaisance et que sur la loi qu'on appelle la loi des 3 tiers, 1 tiers qui est nommé par le président selon son gré et 2 tiers qui est issu du corps professionnel pur et dur, on puisse avoir une petite sélection qui soit faite par le ministère et ensuite que dans cette sélection-là, le chef de l'État choisisse des ambassadeurs qui nous représentent de façon conséquente. Les syndicats reprochent cela au ministre
des Affaires étrangères et partant, il rappelle que le président, quand il était ministre des Affaires étrangères, s'était engagé à respecter cela. Notre carton jaune, il va un peu plus loin que cela. Parce que simplement, il y a un fait qu'on ne peut pas comprendre. C'est qu'on ne peut pas changer la donne à 2 mois de la fin de la transition. Vous savez, nommer un ambassadeur, c'est des enquêtes que les pays qui le reçoivent font, c'est tout un processus qui est en cours. Et même si ces enquêtes ont été faites, il y a le temps d'accréditation. Quand, bien sûr, le pays hôte est d'accord pour le recevoir, la lettre de créance, etc., il y a tout ce temps-là. Alors, si vous nommez des ambassadeurs maintenant, quand est-ce qu'ils vont prendre véritablement fonction? Et puis, quoi qu'on dise, et cela c'est très important, les affaires étrangères sont le domaine privilégié du président. Que ce soit Ramon Ouedraogo, que ce soit Sankara Benewende, que ce soit d'autres comme Gilbert Ouedraogo, si jamais il est président, ils auront le droit, bien sûr, de nommer leurs ambassadeurs au poste parce qu'ils vont représenter leur politique. Estimez-vous normal qu'à 2 mois d'élection, on nomme des ambassadeurs qui ne vont pas défendre la politique d'un président élu? Il y a quelque chose d'un peu incongru, d'anachronique, comme si on voulait coûte que coûte placer des amis quelque part. Et quand on dit les choses doivent changer, elles doivent changer également dans la perception que nous avons de notre État. À ce niveau-là, je pense que sans être totalement d'accord avec le syndicat des affaires étrangères, il y a quand même quelque chose d'assez gros qui s'est passé. Il n'est pas question que ces nominations-là puissent entrer en vigueur parce que simplement, elles n'ont pas de sens. Quel que soit le président qui vienne, que ce soit dans 6 mois ou dans une année, il va simplement les rappeler. Si on n'a pas pu le faire au début de la transition, si on a rappelé quelques ambassadeurs, on aurait dû laisser simplement aux autres qui vont arriver le soin de nommer à ces postes de représentation de l'État les personnes qui pourront défendre leur point de vue et de leur politique. Carton jaune donc au ministère des Affaires étrangères et partant à notre président Michel Kafando, parce que quoi qu'on dise, il avait, d'après les syndicats, pris un engagement qu'il n'a pas respecté et la parole dans notre pays est quelque chose d'assez important, il faut savoir la respecter. Le troisième carton d'aujourd'hui, c'est un carton jaune encore. Je veux donner ce carton au président du CDP, M. Eddy Kambouego. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites qui parfois peuvent donner à tout un chacun un haut le corps. Alors, il y a un certain nombre de recours qui ont été formés à l'encontre d'un certain nombre de personnes, notamment ceux du CDP. Il y a donc le Conseil constitutionnel qui doit normalement, dans les 8 jours qui suivent donc, la formation de ces recours-là, les vider, donc donner sa décision. La question qui se pose, c'est comment M. Kambouego peut dire qui va l'empêcher, lui, d'être candidat. Il y a quand même un conseil constitutionnel dans notre pays. Qui va l'empêcher d'être candidat? La loi, si la loi estime qu'il n'est pas candidat. Il dit qu'il ne peut pas y avoir d'élection s'il y a les exclusions. Mais ils ne sont que le CDP, ils ne sont pas le Burkina entier. Et puis le CDP, ce n'est pas que lui. Il faut quand même qu'on ramène les choses à leur juste portion. Et qu'à un moment donné, on rappelle à certaines personnes que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, si le Burkina est un pays qui accepte l'inclusion, le Burkina n'est pas un pays qui est amnésique, qui oublie ce qui a été dit et ce qui a été fait, et que notre justice, pour une fois, se met en place de façon consensuelle. On peut dire qu'il y a eu des couacs. Mais que dit en substance la décision de l'OUA, du tribunal africain en gros, notamment au niveau de la CEDEAO? Que le Burkina a le droit de mettre dans son code que des personnes ne peuvent pas compétir, c'est son droit. Mais le verdict précise que la décision ne doit toucher que, en substance, et je vais vous la lire pour être précise, elle doit toucher effectivement, essentiellement des personnes, et les sanctions ne touchent que les gouvernements ou les dirigeants. Dans le cas d'espèce, nous avons des dirigeants. C'est peut-être à la Cour de décider qui est effectivement dirigeant. Est-ce que c'est les ministres? Je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il est difficile de mettre les députés dans le même lot. Mais il y a des députés qui ont quand même signé un appel à la révision de l'article 37. Est-ce qu'il faut oublier cela? À un moment donné, je pense qu'il faut éviter de jeter l'huile sur le feu et de se faire passer pour un martyr, alors que pendant longtemps, on a été parmi ceux qui étaient les bourreaux. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela. L'inclusion ne veut pas dire amnésie. Et qu'il faut accepter pour une fois que nous construisons un pays sur la décision de justice. Et que cette décision de justice-là, elle veut simplement que le droit soit dit. Le Conseil constitutionnel, dans 8 jours, donnera son verdict. Ceux qui auraient été mis de côté devront l'accepter. Ceux qui auront été acceptés, malgré que certaines veulent les mettre de côté,
alors eux également, ils devront compétir et ceux qui voulaient les mettre de côté devront l'accepter. C'est comme ça qu'on construit un état de droit, pas par la menace, pas par la vindicte ou pas par l'invective. Il faut accepter de comprendre que ceux qui peuvent empêcher aujourd'hui des candidats au Burkina, ce n'est que le Conseil constitutionnel. Et que M. Komboigo se le dise, le Conseil constitutionnel peut l'empêcher d'être président. Ça, il doit le savoir. Nous sommes au Burkina, ni au CDP, ni au MPP, ni à l'UPC. Nous devrons entendre des hommes politiques dire qui va les empêcher d'être président. Il y a une loi au Burkina, il faut qu'on l'apprenne à respecter. Carton jaune à M. Edi Komboigo pour ces propos-là. Allez, passons au dossier de ce jour maintenant, qui reste dans la politique également. Le dossier d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le quota genre et de la modification de l'article 37. Deux dossiers qui se rejoignent effectivement. Vous savez, il y a bien sûr des efforts qui sont faits pour que nous soyons consensuels, disent les gens. Mais il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles les Burkinabés sont sortis les 30 et 31, une des raisons pour lesquelles, moi je dis, il y a eu les 4 glorieuses, 28, 29, 30 et 31, une de ces raisons-là, c'est que simplement les Burkinabés ont dit non, on ne modifie pas l'article 37. Alors, le CNT a tenté, à un moment donné, de nous imposer une nouvelle constitution de 5e République. Il y a eu donc un projet, et aujourd'hui tout le monde dit, on est d'accord là-dessus, les délais ne permettent pas d'aller vers cette 5e République-là. Mais il paraît important cependant de regarder cet article 37 et finalement de donner raison et de respecter ceux qui sont tombés pour cette cause-là. Mettons quasiment un verrou, ne serait-ce que pour la question du symbole, pour que désormais, cette lutte-là ne soit pas quelque chose qui soit passé par perte et profit. C'est pour cela que j'invite à suivre ce premier élément, signé par notre ami de la rédaction, qui revient sur les luttes sur l'article 37. Non au référendum, non à la modification de l'article 37, des mots d'ordre qui font tomber le régime compaoré le 30 octobre 2014. 9 mois après, et à moins de 60 jours de la tenue de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain, cet article est toujours en l'état. Joseph Bouda fait partie des insurgés du 30 octobre 2014. Je demande dessus de leur travail au CNT par rapport à ça. D'autres sont morts à cause de ça. Nos députés au CNT, nous on pensait que dès l'installation, ils allaient nous dire un mot sur cette non-modification de l'article 37 qu'on est sorti le 30 et 31 marché. Au Conseil national de la transition, plusieurs lois ont été adoptées depuis lors. Mais pourquoi le Conseil national de la transition n'a-t-il pas procédé immédiatement à la sacralisation de cet article? Bakary Koné est député au Conseil national de la transition. L'avis de tout le monde doit être matérialisé. L'aspiration de tout le monde doit être matérialisée dans ce document qu'est la loi fondamentale. Alors, ce temps actuel ne permet pas à tous les acteurs de s'investir à fond. Les politiques sont préoccupés par les échéances électorales et les organisations de la société civile sont préoccupées par comment les choses vont être. Et pourtant, selon Ismaël Diallo, il n'est pas si difficile de sacraliser cet article, ne serait que pour en faire un symbole pour les martyrs. En vérité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de détermination et de volonté politique. Nous ne l'avons pas, hélas. Il y a des pesanteurs dus à des personnes physiques ou morales qui insistent pour ne pas se hâter, afin de ne pas commettre d'impair. D'autres sont en vérité des freins qui ne veulent pas que nous allions à cette nouvelle constitution. Pour le député Koné, d'ici la présidentielle du 11 octobre, le CNT se conformera à la volonté populaire. Le Conseil national de transition se voit dans l'obligation, j'allais dire, de proposer des modifications de certaines dispositions de la loi fondamentale, notamment l'article 37. Faire en sorte que ce soit verrouillé définitivement, qu'un président qui soit élu, qu'il soit de tel ou tel parti, ne puisse pas toucher à cette disposition de la loi fondamentale. En attendant, une nouvelle proposition de constitution a été soumise à la Commission nationale des réformes et de la réconciliation par le président du CNT, Chérif Sy. La constitution proposée contient de nombreuses innovations à son article 42 qui fixe le mandat du président à 5 ans renouvelable une fois, tout en précisant
que l'on ne peut plus assurer les fonctions du président du Faso au-delà de 10 ans. Il s'agit donc d'un élément très important. Et je crois aujourd'hui que l'un des enjeux de notre démocratie, c'est d'arriver quand même à rendre un hommage à ces personnes qui sont tombées pour cette cause-là. La formule consacrée aujourd'hui voudrait que le mandat soit un mandat de 5 ans renouvelable une fois, donc 10 ans, mais qu'au final, on ne puisse pas cumuler plus de 10 ans à la tête de l'État. Ce qui voudrait dire, à la différence de la Constitution actuelle, que si la relecture passe, parce que dans la Constitution actuelle, le président Compaoré aurait pu revenir, puisqu'il aurait fait ses 10 ans, mais que cela n'était pas exclusif d'un prochain mandat après, il aurait pu revenir après donc un autre président. Dans le cas d'espèce, ce serait désormais terminé. Il y a également des propositions qui visent notamment à ce que les bornes d'âge inférieurs et supérieurs soient également verrouillées pour qu'un président ne puisse pas, parce qu'il a été élu à 70 ans et qu'il a 75 ans, tenter un deuxième mandat en repoussant les bornes, en mettant désormais 80 ans l'âge limite pour être candidat, etc. Il y a donc quelque chose à faire. Et il est important que le CNT, qui est le Parlement des insurgés, le Parlement issu de cette insurrection-là, redonne foi, redonne vie à cette aspiration des populations qui, les 30 et 31, ont dit non à la modification de l'article 37. Il faut en faire un élément important, sinon nous serons passés à côté d'un grand changement, ne serait-ce que pour le principe et pour le respect de l'idéal qui a animé ces millions et millions de Burkinabés qui, pendant quasiment une semaine, ont battu le pavé pour faire comprendre à Blaise Compaoré qu'ils étaient contre ce mandat de trop. Il y a également d'autres aspects dans cette relecture de texte qui peuvent poser problème. Il faut donc que les textes soient relus avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de clarté, afin d'éviter un peu d'embûches. Je vais vous donner l'exemple avec le quota genre. On suit ce reportage de Joël Zoundi et on en parle juste après. Depuis 1992, l'effectif des femmes élues est permanemment en croissance. Par exemple, il est passé de 4 députés en 1992 à 24 députés en 2012. La proportion des femmes à l'hémicycle s'élevait en 2012 à 18,90% contre 15,31% en 2007 où 17 femmes avaient siégé. Au niveau des conseillers municipaux, on totalisait 19 femmes en 2012 contre 24 au dernier mandat, soit un taux de 5,14%. Elles étaient 100 en 2006. Cependant, ce nombre est en deçà des attentes par rapport à la loi sur le quota genre qui devait permettre d'avoir un taux d'au moins 30%. Parmi ces 6 944 personnalités, nous avons 4 870 hommes et nous avons jusqu'à 2074 femmes. Par rapport à 2012, nous sommes en progrès et nous pensons qu'effectivement, la démocratie est en marche dans le pays. Pendant, Martine Yabré, président du collectif Devenons citoyens, soutient le contraire. Le code électoral n'a pas permis un avancement, une avancée dans le combat des femmes. C'est plutôt un recul. Ça aurait pu être une avancée si la disposition, l'alinéa 5 disait clairement que sous peine de nullité, toute liste de candidatures présentées devra comporter un minimum de 30% de l'un et l'autre sexe. Adoptée le 18 avril 2009, la loi sur le quota genre stipule que tout parti ou regroupement de partis politiques doit comporter au moins 30% des candidatures au profit de l'un ou de l'autre sexe lors des élections législatives et municipales. Cette loi sera revue et renforcée par les députés du Conseil national de la transition à travers le nouveau code électoral adopté le 7 avril dernier. Je pense que sur le plan général, il y a vraiment avancé. Parce que là, avant, on ne parlait que surtout de femmes. Maintenant, quand on parle de genre, il y a la jeunesse aussi qui est dedans. C'est le genre qui regroupe tout cela. Et je pense que c'est une avancée vraiment pour la démocratie. On parle de femmes, on parle de jeunesse. Il n'y a pas de développement sans femmes, il n'y a pas de développement sans jeunes. Et Martine Yabré et ses camarades n'ont pas hésité à demander le strict respect de cette loi à travers une requête introduite auprès du Conseil constitutionnel. Au niveau de la liste des listes de la région du centre, il n'y a pas eu de liste épinglée. Par contre, au niveau des autres localités, je ne pourrais pas vous citer nommément des partis, mais je voudrais juste vous dire qu'il y a évidemment des listes que nous avons pu ressortir qui violent, en tout cas, ces dispositions, selon nous, notre interprétation de la loi.
Selon le dernier recensement en 2006, la population des sexes féminins représente 51,7% des Burkinabés. Aussi, sur un total de 6026 candidats titulaires et suppléants en 2012, on notait 2836 femmes, soit un taux de 47%. Ce qui concerne les candidatures féminines retenues par les partis politiques sur les listes électorales dans les 13 régions, on avait 1805 candidats titulaires et seulement 15 femmes ont été élues, soit un taux de 0,89%. Une question donc relativement délicate qui oblige aujourd'hui un certain nombre de partis à avoir des craintes. Effectivement, le quota genre, c'est 30% au moins sur les listes. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de dans quel camp on se met, il s'est insigneusement glissé dans le code électoral que les listes devraient compter au moins un candidat d'un des deux genres. Résultat, si vous avez construit votre liste sans y mettre une femme, ça pose un réel problème. Il y a donc dans l'interprétation aujourd'hui un flou relativement artistique. La CENI s'est entendue, entre guillemets, avec les partis politiques en disant, sur cette question-là, nous allons faire le consensus, on ne va pas revenir là-dessus. Un certain nombre d'associations, notamment de femmes, ont pourvu donc un recours auprès donc, du Conseil constitutionnel et on attend la décision du Conseil. Le plus grave, c'est qu'il peut, d'après le texte du Code électoral, invalider des listes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, décemment dans un pays comme le Burkina, invalider une liste électorale pour cette question? Dans beaucoup de pays, c'est des sanctions pécuniaires qui sont à la base. Et puis il est dit également dans notre Code électoral, article 184, que lorsqu'une personne, une candidature est invalidée, on peut simplement la remplacer en prenant soin de prévenir le président du Conseil, plutôt le président de la CENI, qui a en charge de faire les affichages et d'informer également le président du Conseil constitutionnel. Autant de questions d'un code électoral qui apparaissent de plus en plus embrouillées et qui nécessitera certainement qu'une fois pour tous, on puisse l'élaguer et lui donner les questions essentielles afin qu'effectivement le texte soit lu et compris de la même façon par tout le monde.